Madame, Monsieur, bonsoir. Coup de projecteur ce soir sur les futures 12 sociétés régionales multiservices dans le secteur de distribution de l'eau potable, de l'électricité et de l'assainissement liquide. À la Chambre des conseillers, le projet de loi 83-21 relative à ces sociétés a été voté en commission de l'Intérieur 2 mois après son approbation en Conseil du gouvernement. Expliquant les objectifs de ce projet de loi, le ministre de l'Intérieur, Abdouafil Ftit, a rappelé qu'il cadre avec la régionalisation avancée à travers donc, la création à l'initiative de l'État de ces sociétés au niveau de chaque région et en mettant celles-ci à la disposition des collectivités comme mesure moderne de gestion des sites de distribution qui relèvent donc de leur attribution. Sur le volet ressources humaines, entre autres, ce projet de loi devrait protéger les acquis sociaux des salariés mutés de l'Office national de l'électricité et de l'eau et des régies autonomes aux sociétés régionales multiservices. Mais qu'est-ce qui va réellement changer après l'adoption de ce texte de loi et surtout, quid de sa mise en œuvre sur le terrain pour éviter qu'il y ait des couacs ? Que signifie cela pour l'ONE en tant que structure historique de gestion ? Quels sont les prérequis afin de réussir cette transition majeure ? Et enfin, pour la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, les régions disposent de moyens financiers importants, soit 10 milliards de dirhams. Quelle gestion optimale de ce budget pour concrétiser les ambitions de ce chantier royal ? Nous discutons du sujet en compagnie de 2 experts avec nous, en l'occurrence un économiste et ancien président de conseil régional, Ali Doumou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et avec nous également un spécialiste en questions de finances publiques et de leur gestion aussi, professeur Hassan Arrafi. Bonsoir professeur Arrafi. Bonsoir, Ramadan Moubarak. Ali Nawalik, merci beaucoup. Barakallahu fik. Alors messieurs, et peut-être comme le veut la tradition, on plante le décor en relevant d'abord les défaillances du système actuel. Messieurs, professeur Arrafi. Merci. Je réitère mes remerciements pour d'avoir m'invité à débattre cette question qui est pourvue d'une importance extrême dans un contexte un peu particulier. Pour recadrer les choses, comme vous le savez, le secteur qu'on appelle dans l'intitulé de la loi multiservice, il est limité à l'électricité et à l'assainissement et accessoirement, le cas échéant, à l'éclairage public. Donc, ce n'est pas multiservice comme il peut être entendu. Comme la gestion des déchets, par exemple. Voilà. Donc, la loi a bien délimité l'objet de l'intervention de ce genre de société. Alors, en principe, au niveau de la gestion des services publics locaux, une collectivité, il peut être géré de plusieurs manières, parmi lesquelles la gestion déléguée, ou la création d'une société de développement régional, ou la régie directe, ou la régie autonome, ou il peut aujourd'hui le gérer avec le PPP. Donc il y a plusieurs modes de gestion de services publics. Aujourd'hui, ça c'est une nouveauté. La société régionale multiservice, d'abord, il faut préciser certaines choses. Il ne faut pas la confondre avec les sociétés régionales de développement. Oui, oui. C'est autre chose. C'est des SGD. Alors, justement, mais ce projet de loi, il vient répondre à un manque et à certaines défaillances. Quelles sont-elles ? D'accord. Alors, d'abord, il y a, pour répondre à votre question, il y a une dimension stratégique, il y a une dimension technico-juridique. Alors, dimension stratégique qui est liée au secteur. Le secteur lui-même, qui connaît beaucoup de dysfonctionnements, surtout avec l'expansion de la gestion déléguée, depuis l'entrée en vigueur de la loi 5405. Et avant, il y avait un système de concession pratiquement était déréglementé. Et donc, les rapports de la Cour des comptes, notamment, ils ont démontré un certain nombre de défaillances. Il y a aussi un rapport de la 9e commission au niveau du Parlement, de la Chambre de représentants, qui a été réservé à cette question et qui ont pu mettre en exergue un certain nombre de défaillances. Aujourd'hui, l'État, il voit que la solution est de changer le statut juridique de gestion de ce service public. La grande question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'on a un problème au niveau de la gouvernance ou au niveau du statut juridique ? Parce que si on Vous avez la réponse, j'imagine. Hein. La réponse se trouve dans votre question. Parce que on peut...
Il y a un problème de gouvernance. Aujourd'hui, là, sûr, ce secteur lui-même, oui. ce secteur lui-même, il est géré de différentes manières. Il est géré par les régies autonomes, qui sont en principe des satellites de la commune, mais réellement, c'est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, sur le plan fonctionnel. Il est géré par l'ONE dans certaines zones, il est géré par les délégataires de services publics. Il y a des expériences qui marchent très bien. Il y a des régies autonomes qui n'ont pas beaucoup de problèmes que les délégataires. Et la grande question qui se pose, est-ce que vraiment le statut juridique qui pose problème? Ou le problème, il réside dans la gouvernance de ces services, abstraction faite de mode de gestion de services publics? Gouvernance, surtout qu'il y a beaucoup d'intervenants. Oui. Il peut y avoir beaucoup d'intervenants dans la même région. Et le caractère stratégique. En plus, nous revenons à cette question en liaison avec les compétences des collectivités territoriales concernées, parce que le mot régional, il induit en erreur. Et quand on dit société régionale, on a l'impression qu'il s'agit d'une société qui relève de conseil régional, assimilée à une... Non, c'est une création de l'État. De l'État, oui. Et donc, en lisant, peut-être nous reviendrons sur un certain nombre de détails là-dessus. Effectivement, ces sociétés régionales, donc multiservices, vont gérer 3 axes majeurs, l'eau potable, l'électricité et l'assainissement liquide. Peut-être quelque chose à ajouter sur le contexte dans lequel intervient ce projet de loi, Sidomo. Alors, moi, je vais compléter ce que vient de dire mon collègue en parlant un peu du terrain. Aujourd'hui, nous avons dans les territoires, les différents territoires, nous avons 2 problèmes importants et qui deviennent stratégiques. Nous avons un déficit d'ingénierie dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement. Donc c'est un peu le premier problème très important. La deuxième chose, c'est que dans tous les plans de développement régionaux aujourd'hui, la question de l'eau est devenue une question vitale et qui a été mise en avant par le discours royal pour qu'il y ait plus d'attention accordée par tous les acteurs au niveau des territoires à cette question. Discours à l'occasion du début de l'année législative. On peut comprendre que dans ce contexte et au regard de ces 2 grandes questions, un déficit d'ingénierie, de gouvernance, comme ça a été dit, personnellement je parle de l'ingénierie, de la programmation et de l'exécution. Nous avons un problème au niveau de l'ONE, au niveau des régies, au niveau de tous les acteurs qui s'occupent de ces multiservices qu'on vient de citer. Donc, on peut comprendre que la réactivité du ministère de l'Intérieur de proposer un cadre institutionnel qui puisse mutualiser les moyens, parce qu'il y a aussi un problème de pluralité d'intervenants et de déficit de coordination et de déperdition de moyens. Souvent, moi je suis un élu local, souvent j'ai des problèmes à qui m'adresser. À l'ONE pour le milieu rural, aux régies pour le milieu urbain, etc. Donc, qu'on pense à une structure qui mutualise tout ce monde, personnellement, je pense que l'idée est pertinente et qui renforce un peu l'ingénierie, parce que aujourd'hui l'ONE est devenue incapable de faire face aux demandes croissantes, surtout en milieu rural, de gérer la question de l'eau en milieu rural. Donc il y a un problème d'incapacité institutionnelle des anciennes structures à continuer à produire ce service au niveau des ambitions des populations qui deviennent de plus en plus... Surtout, cet office est déficitaire depuis quelques années maintenant. Alors là, c'est le 3e élément, c'est les dysfonctionnements dont a parlé mon collègue, c'est qu'aujourd'hui, l'ONE a enregistré un déficit de 22 milliards. Et dans son plan de développement, a besoin de 70 milliards
à l'horizon 2035 pour financer, pour faire face au déficit hydrique, pour faire face à cette urgence hydrique. Donc toutes ces questions-là nécessitent qu'on pense aux solutions. Oui. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, a mis en place cette structure. Maintenant, il y a un certain nombre de questionnements, d'interrogations, qui risquent de porter préjudice à la mise en place de cette structure parce qu'elle ne se fait pas, dans le cadre d'une feuille de route d'amélioration de la gouvernance, surtout le pilotage de la régionalisation avancée. Donc il y a une superposition d'un ensemble de structures et on risque de, s'il n'y a pas un renforcement de l'État territorial à travers la mise en œuvre de la déconcentration avec des responsabilités claires, on risque de rater le coche, d'autant plus que dans la loi on parle de l'État. Oui. Alors l'État c'est qui? L'État c'est une série de secteurs. C'est une série de secteurs. Je vais poser 4-5 questions. Peut-être que mon collègue pourrait... Juste avant de les poser, peut-être on interpelle Rafi par rapport à cette loi, ce qu'on doit peut-être retenir et aussi, surtout, est-ce que cela signifie que les sociétés régionales, c'est la fin de la gestion déléguée dans notre pays ? Non, je pense c'est l'une des questions que j'allais poser, parce que ce n'est pas clair. Alors, oui. L'IDEC, l'avenir de l'IDEC, de Amandis et les autres, oui. c'est pas clarifié. C'est une grande question que se posent beaucoup de personnes. Il y a quelque chose qui sont glissés dans la loi. Anna, justement, je vous interpelle. Peut-être que le juriste peut sur la loi, des éléments de réponse. Sur le texte de loi, donc 83-21, qui est encore une fois, je le rappelle, qui a été voté en commission de l'Intérieur à la Chambre des conseillers. Il est passé par le Conseil du gouvernement en janvier dernier, mais ce n'est pas nouveau. Hein. Déjà, il y avait eu un mémorandum d'entente qui a été signé en 2021 entre l'État et l'ONE, qui n'a pas encore, justement pour que la transition se fasse de manière progressive. Hein. Mais là, nous avons ce texte de loi. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? D'accord. Premièrement, cette société va prendre la forme d'une société anonyme. SA, oui. Suivant la loi sur la société anonyme, une société anonyme doit être constituée en moins de 5 actionnaires. Et le directeur doit être une personne physique qui n'est pas précisée dans la loi, qui serait, généralement, on va choisir M. Loualiou, etc., comme on a fait avec les SDR de Casablanca, etc. Ça, c'est primo. Donc, il faut, au niveau de chaque région, décider quels sont les actionnaires qui vont entrer, constituer le capital de cette société. Et dans ce cas-là, avec la possibilité que le secteur public soit actionnaire à concurrence de 90%. Il peut, le capital, pour répondre à la question, l'avenir, parce que moi je me suis posé des questions, je n'ai pas lu beaucoup de réactions de la part des délégataires qui ont injecté beaucoup d'investissements, échelonnés sur dizaines d'années. Je n'ai pas vu beaucoup de réactions parce que c'est quelque chose qui est lié à... Et donc, mais il y a un article dans cette loi sur les contrats qui prévoit que le secteur privé, il peut participer à la constitution de capital. La condition qui se pose, il faut que le secteur public dispose au moins de 10%. Donc on peut avoir demain une société, parmi les sociétés qui existaient déjà, Redal ou Amandis, et qui peuvent participer au capital à 80-90%. Rien n'empêche, au vu de la loi. Alors maintenant, cette société, ce n'est pas la fin. Ils vont profiter de la possibilité de gestion déléguée. Parce que ce que j'ai remarqué au niveau de la loi, c'est une loi dérogatoire. Il y a beaucoup de dérogations. D'abord, il déroge au principe, j'ai souligné pas mal de dérogations. Dérogation au principe de la concurrence en gestion déléguée qui est prévu par l'article 5, paragraphe 1 de la loi. Donc, parce que la gestion déléguée, il s'appuie essentiellement sur le principe de la mise en concurrence. Maintenant, les participants, les autorités délégantes, qui peut être l'ANE, ils vont déléguer à cette société par une entente directe.
D'accord? Donc, aujourd'hui, s'il y a un secteur privé qui a fait l'objet d'une mise en concurrence, maintenant, il est dispensé de cette mise en concurrence, étant donné qu'il a une prise de participation. Deuxième dérogation. Principe de la non-rémunération des biens de retour. Ça veut dire quoi? Des biens en retour, et ça, c'est quelque chose, personnellement, qui m'a dérangé dans la loi. Que signifie cela? Alors, les Pour biens... le commun des mortels. D'accord. Alors, au niveau de la gestion déléguée, il y a ce qu'on appelle les biens de retour et les biens de reprise. Les biens de retour, c'est-à-dire que l'autorité délégante, il met à la disposition du délégataire, en fonction de son plan d'investissement, un certain nombre de matériaux et d'équipements, etc., qu'il doit les retourner par la suite via une soulte. Les biens de reprise, ce sont les biens, soit des biens de reprise, qu'il doit proposer dans son offre et qu'il doit mettre à la disposition du service public concerné, et par la suite, soit qu'il doit la concéder à l'autorité délégante, soit qu'il doit le rester moyennant une soulte, où il y a les biens propres. Aujourd'hui, ces biens de retour sont mis gratuitement à la disposition de cette société régionale de multiservices. Et donc, demain, si vous avez un actionnaire privé de 80% de cette société, c'est tout bénef. Une bonne opportunité d'affaires. Troisième dérogation, une dérogation fiscale. Et donc, c'est l'article 14, paragraphe 6. Alors ça, une dérogation fiscale, ce n'est pas uniquement la loi qui le prévoit. Il faut s'attendre à ce que le projet de loi de finances, qu'il doit intégrer au vu de l'article 6 de la loi organique des finances, une disposition qui donne cette dérogation fiscale. Et quatrième dérogation, c'est le principe de la non-rétroactivité, parce que c'est un principe constitutionnel. Et aujourd'hui, ça serait une régularisation de pas mal de choses. Donc, la gestion déléguée, elle est toujours là, donc, parce que ça ne concerne pas uniquement ce secteur. La seule différence, c'est que cette société, ça serait une société délégataire. Ce serait une société délégataire. Alors maintenant, chose qui laisse perplexe, c'est que c'est une création de l'État. Oui. D'accord? L'État ne délègue pas. À l'initiative de l'État. À l'initiative. Voilà. Quand on crée, oui. C'est-à-dire vous créez un service public, aujourd'hui, bon, ça serait une société. Donc, on parle d'État, c'est-à-dire les établissements publics, à l'initiative de l'État et les collectivités territoriales. Bon, au vu de la loi sur la gestion déléguée, seuls les établissements publics et les collectivités territoriales qui ont le droit de déléguer. L'État ne délègue pas. D'accord? Donc, l'État aujourd'hui, il a le portage politique de ce projet. Mais les véritables délégataires, ça serait les collectivités territoriales. Et maintenant, il y a une autre question qui se pose. L'ONE, on dit il peut déléguer ce service. Il va déléguer ce service, peut-être il va s'occuper de tout ce qui est pilotage, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir son devenir. Mais au niveau des collectivités territoriales, vous avez parlé tout à l'heure des intervenants. On a un intervenant direct qui est la commune, parce qu'il fait partie de ses compétences propres. Donc il peut déléguer. Mais la région qui peut participer, la région n'a pas la compétence de gérer un service de proximité. La région, il a une compétence stratégique. Par exemple, dans les compétences propres, c'est l'élaboration d'une stratégie de l'économie de l'eau et de l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je me pose la question, au vu des rapports de la Cour des comptes, en la matière, qu'il y a une jurisprudence, même ici, même en France, qui interdit aux collectivités territoriales de créer ou de financer des services publics qui ne relèvent pas de leurs compétences. Et donc aujourd'hui, la région, en tant que région, est-ce qu'il a l'habilitation juridique, institutionnelle, pour participer à la création de ce genre de société? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je pense, dans le futur, on peut avoir... Alors, peut-être un commentaire sur cette question de ce dont dispose finalement la région pour mettre en œuvre ce genre de projet. La région... En revenant au point initial de déconcentration. N'a pas les prérogatives de proximité. Ce sont les communes qui ont les prérogatives de proximité. Les services publics de proximité, c'est les communes. Ça, c'est la loi. Oui. Deuxième chose, la capacité institutionnelle. Est-ce que les régions ont aujourd'hui la capacité institutionnelle?
C'est-à-dire, juste que vous nous rapprochiez davantage de ce concept de capacité institutionnelle. Vous avez parlé de 10 milliards de dirhams d'investissements aujourd'hui qui sont octroyés aux conseils régionaux. Nous venons de terminer les plans de développement régional. La région de Marrakech-Safi, c'est 1 milliard d'investissements par an. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Et tout le plan, c'est une dizaine de milliards sur la durée du plan de développement régional. En termes de ressources, ce que vous dites. Sur le plan financier. Sur le plan financier, les 10 milliards sont très loin du compte. En termes de ressources humaines et donc de gouvernance, nous sommes en train de recruter des techniciens et des ingénieurs. Mais le statut ne permet pas d'avoir des ingénieurs d'une grande compétence au service des régions. Exact. Donc c'est ce que j'appelle la capacité institutionnelle. Quand vous examinez tous les éléments, vous trouvez que les structures que nous avons et desquelles on parle dans les textes, leur réalité sociologique est loin d'être un véritable vecteur de promotion de ce qu'on est en train de concevoir. Maintenant, ce qui me fait personnellement, ce qui me dérange personnellement, c'est que cet arsenal va virer vers la privatisation d'un service public. Oui. Et ça, il y a deux problèmes. Vous avez le problème des personnels. La loi parle de la fusion, de la mutualisation, etc. Personnellement, je suis un praticien, je sais que ça va être difficile de mutualiser le personnel des régies avec le personnel de l'ONE, de voir les compétences, de faire une architecture administrative au sein de ces sociétés pour que ça fonctionne. Ça va être un problème. Je pense que les syndicats sortent déjà. Moi, j'ai vu quelque chose de l'UMT qui sont contre cet aspect et c'est un grand questionnement. La deuxième chose, c'est le service public lui-même. Le prix du service public, l'accès du service public. En parlant du prix, alors le ministre de l'Intérieur assure que la création des sociétés régionales multiservices n'aura pas d'impact sur les prix de l'électricité au Maroc. Dixit Abdelwafil Ftit. Non. Si vous jouez la logique de la privatisation, il est très difficile de réguler les prix, parce que nous sommes dans un régime libéral où les prix sont libres. Et nous vivons déjà avec l'IDEC, avec Amendis, des augmentations de temps en temps qui sont négociées avec le gouvernement et qui sont insupportables pour la plus large partie de la population en termes de prix. Donc cette privatisation, s'il n'y a pas une vision ou une visibilité, et là, mon collègue a très bien montré les risques, c'est que demain, on risque d'avoir des sociétés qui sont majoritairement privées. Alors, la contribution de l'État ne soit pas inférieure à 10%. Oui. La puissance de la collectivité locale, des délégataires ou de l'État, nous allons avoir un problème au niveau de la régulation des prix, au niveau du coût, etc., etc. Donc il y a beaucoup de questions qui ne nous sont pas claires. Le financement. L'ONE a défini l'enveloppe du financement. Quelle garantie personnellement j'ai à ce que demain, cette société multiservice à Marrakech, si elle est majoritairement privée, quelle garantie, moi, élu politique, j'ai pour que ce plan de lutte contre le déficit hydrique à l'horizon 2035 va être mis en œuvre par le privé? Quelles sont les garanties? Donc voilà un certain nombre de... Mais cela ne figure pas dans le contrat, normalement. Il y a un contrat qui lie justement cette société à la collectivité territoriale. Donc il y a des engagements pris de part et d'autre.
Amendis, l'IDEC, etc. ont pris des engagements. Ouais. Et ils ne les ont pas exécutés. Alors, justement, parce que quand vous parlez de financement, il s'agit aussi de savoir quels sont les moyens qui seront déjà légaux pour financer ce genre de société. Oui, c'est... Moi, j'ai mis des hypothèses, parce que j'aurais aimé que la loi soit précédée par un préambule ou des motivations qui explicitent. Et j'ai cherché même dans le web des déclarations qui explicitent pourquoi on est obligé de faire cette loi. C'est pour ça que j'ai commencé l'émission avec les défaillances. Ouais, parce que mais le problème des défaillances, on risque de se retrouver dans la même chose. La plupart des déclarations, peut-être qui ont été avancées, je me suis toujours... Il y a un non-dit, quelque part. D'où vos hypothèses. D'accord. Bon, j'ai réfléchi à des hypothèses. Je me suis dit, pourquoi on va se casser la tête? D'abord, on a déjà un instrument juridique qui existait déjà, qui est les sociétés de développement local et qui relève directement de la compétence de la commune. On aurait pu utiliser... Mais là, c'est territorialiser le local, en fait. C'est ça le but. Je me suis pour posé... qu'on commence à réfléchir à région et non collectif. Je me suis posé la question. Je me suis dit, le oui. législateur... Parce qu'il n'y a pas plus important que de se poser des questions simples. Et que vous permettez la naïveté de mes questions. C'est les plus pertinentes. C'est ce qu'on dit. Les questions je me suis dit, naïves. Je suis le législateur, j'ai déjà un instrument juridique qui protège le service public, qui est celui des sociétés de développement local. On aurait pu constituer une société de développement local avec une société anonyme et qui exige un capital public plus que 50%. Avec une contribution de la commune de 30%, on aurait pu résoudre ce problème avec la société de développement local. On n'a pas voulu ça. Vous savez pourquoi ? Moi, je me suis dit, pourquoi on va créer une autre structure, on va lui donner une autre appellation, et qui va faire la chose qu'on aurait pu. Je me suis dit, parce que vous n'allez pas trouver un secteur public qui va participer dans les SDL. Parce qu'aucun opérateur privé qui va accepter d'injecter son argent et qui serait gouverné par le secteur public, parce qu'il est majoritaire. Donc il faut créer une autre structure dans laquelle on peut lui donner plus de possibilités sur la prise de participation de capital qui peut aller jusqu'à 82%, et comme ça, il est sécurisé, il peut gérer, ce service comme il veut, comme une société anonyme qui va donner 80%. Maintenant, les choses qui sont là. Et je vous remercie d'ouvrir le débat sur cette question-là. Parce que même le débat au niveau du Parlement, j'ai essayé de voir, ce n'était pas trop profond, sincèrement. Alors, maintenant, le fait est là. La loi, elle va être adoptée. L'autorité délégante, est-ce qu'il a le dispositif de suivi? Parce que le fait de déléguer un service public ne signifie pas privatiser. Vous avez externalisé. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il est des choses qui n'existent pas dans le texte? Cette société qui va bénéficier d'une délégation par plusieurs acteurs. Et donc, vous pouvez trouver n'importe quelle région, vous allez trouver l'ONU, comme l'avait mentionné mon collègue. L'ONU, la commune. Vous allez trouver... C'est le même déficit, en fait, c'est le même dysfonctionnement qu'on avait avant, c'est le chevauchement des périmètres de gestion. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'un instrument juridique qui va permettre de donner la possibilité à un opérateur privé par la suite, au lieu de passer par la concurrence? Parce que maintenant, c'est l'entente directe. Avant, pour concéder ou pour déléguer, il faut passer par la concurrence. Vous avez plusieurs possibilités, on a vu. Maintenant, un opérateur privé, il peut dire, j'aurais aimé, s'il n'est pas dans les textes, il faut le faire par la suite, c'est que l'autorité délégante, je ne sais pas quelle serait cette autorité, comment ils vont se mêler. Vous avez l'ONU, il va concéder sa partie, déléguer sa partie. Vous avez la commune qui va concéder sa partie. Vous avez les régions autonomes. Il n'y a pas un dispositif de gouvernance qui va permettre une convention collective qui va permettre cette délégation. Maintenant, cette délégation, elle exige un cahier de charges, un règlement de consultation, même s'il s'agissait d'une entente directe, qui précise les obligations de celui qui va gérer en délégation de ce service.
Mais où est le dispositif de suivi? Alors, dans le contrat de gestion, dans ce projet de loi, il est stipulé que l'entreprise doit créer des représentations de la proximité, au moins au niveau de chaque préfecture ou territoire relevant de son périmètre territorial, disposant des moyens, donc c'est cité, et des pouvoirs nécessaires pour garantir la qualité des prestations de proximité confiées à l'entreprise en vertu du contrat de gestion. Bon, contrat de gestion, vous allez un délégataire, parce que dans ce domaine de la gestion déléguée, il y a un phénomène que Sidemo, il le connaît mieux que moi, c'est l'asymétrie informationnelle. C'est-à-dire, dans les négociations, vous avez un opérateur privé qui est expérimenté, c'est son pas quotidien, ça fait plus qu'une cinquantaine d'années qu'il travaille dans le domaine. Est-ce qu'on en a, Bedaf, au Maroc? Parce que là, à part les sociétés déléguées étrangères, est-ce qu'il y a... Casablanca, pour pouvoir négocier et assurer le suivi avec l'opérateur, il était obligé de faire un contrat d'assistance au maître d'ouvrage, de délégataire, en faisant appel à service d'un autre opérateur privé. Ça fait la une des journaux presque de... Donc maintenant, est-ce qu'on a pensé au dispositif de suivi et de contrôle au cas où, parce que c'est prévu dans la loi, c'est prévu. Mais c'est juste que est-ce qu'ils sont outillés pour le suivi? Maintenant, est-ce qu'on va déléguer aussi il y a une chose, le suivi et le contrôle? Il y a une chose qui crève les yeux. C'est qu'aujourd'hui, l'État, il est encore convaincu que les collectivités territoriales ne sont pas capables de gérer ce secteur. D'ailleurs, parce que quand vous voyez les régions... Si, quand même, c'est contradictoire. Parce que si on crée une loi pour dire que chaque région est responsable... C'est ça l'ambivalence qu'il y a. Le mot région ne fait pas référence... C'est pas le conseil régional. C'est la région en tant que territoire. On ne connaît pas l'acteur qui va superviser. C'est pas la décentralisation. Il y a les délégués. La région... Les élus? Non. Les élus, peut-être. Les régions... Mais quand on parle de la région, c'est le territoire. Les régions vont siéger dans la s'ils ont de la participation, parce qu'on peut créer une société de développement régional, de multiservices, mais rien ne garantit que la région il va accepter de participer à son capital. D'accord, parce que le mot régional, ici, c'est vrai, il peut induire en erreur, qui peut dire que c'est un organisme satellite de conseil régional. Non. C'est la région en tant que territoire. Oui. Et en tant que territoire, vous avez un ensemble d'acteurs. Vous avez le Wali, vous avez les délégués de tous les ministères, vous avez les établissements publics. Oui. Donc on ne sait pas qui. Quand on parle du conseil régional, c'est l'institution. Mais quand on parle de la région, c'est le territoire. Et là, c'est l'ambiguïté de la loi. Alors, maintenant... C'est l'une des ambiguïtés de la loi. Vous en avez relevé d'autres? L'État. Oui. Quand on parle de l'État, c'est le secteur public. C'est le gouvernement. Tout ministère confondu. Tout ministère confondu, plus les entreprises publiques, établissements publics. Oui, donc c'est tout le secteur public. Donc ça, c'est pas clair. Alors il y a aujourd'hui, parce que, revenons un peu à l'histoire, parce qu'on est en train toujours de voir aujourd'hui avec les yeux d'hier. C'est-à-dire, quand on lit les anciennes chartes, et même la loi organique relative aux communes, la gestion de l'eau, de services proximité, c'est une compétence propre. Quand je dis compétence propre, n'est pas exclusive, mais c'est une compétence propre de la commune. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a géré ceci avec les régions autonomes? Les régions autonomes, les 2/3 de conseils d'administration sont constitués des élus de la commune. Mais le directoire, il est géré par qui? Il est géré par un commis de l'État qui est désigné par le ministère de l'Intérieur. Oui. Donc l'État, vu le caractère stratégique du secteur, n'a jamais accepté que la commune il pourrait exercer ses compétences, comme on en voit en France, etc. C'est normal. Etc. Alors maintenant, il continue à y croire, en disant ça c'est un secteur qu'on ne joue pas avec, et il ne faut pas... Peut-être, on ne va pas le mettre sous l'emprise du politique. Et donc... ils vont créer cette société multiservice. Maintenant, peut-être ça serait un palliatif pour les problèmes financiers
de l'ONU. C'est ce qu'on a évoqué au début. C'est un palliatif, donc ça serait une sorte de rachat. Moi, je pense que parmi les hypothèses, ou le non-dit, c'est que nous sommes dans une impasse financière. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. C'est le Parce qu'on palliatif. est dans une impasse financière dans la question de l'eau, il faut trouver quelque chose. Mais maintenant, qui a les est-ce moyens que ça répond? Est-ce que le privé va répondre? Est-ce que la régulation, surtout la régulation publique du service public sera présente? Est-ce que le suivi sera là? Ce sont des questions Moi, je posées. complète votre hypothèse. Aujourd'hui, parce que revenons à l'histoire pour apprendre certaines leçons. Pourquoi on est parti dans la gestion déléguée et dans la concession? Parce qu'il y a cette impasse financière. C'était Oui. à Mandis, à Tanger, la commune de Tanger avait besoin d'un budget de 6 années pour faire les investissements en termes d'assainissement, etc. Chose qui est pratiquement inaccessible. La seule solution, c'était de faire appel au service d'une société étrangère qui a cette capacité, qu'il peut l'amortir sur plusieurs années. On lui donne un contrat avec un amortissement de son plan d'équipement très loin. Je pense que les choses, ils vont aller dans ce sens. Moi, je suis d'accord. Si vous voulez mon avis, je dis que les choses qui peuvent être gérées par le privé, il faut le donner au privé. Oui. L'État, il s'occupe de pilotage. Exact. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on ne pense pas au dispositif de suivi ou de contrôle, parce qu'en fin de compte, Déjà, il faut la mise en œuvre. Déjà, il faut la mise en œuvre avant le suivi. Non, mais il faut le dispositif, il faut réfléchir dès maintenant. C'est ça. Quel est le problème aujourd'hui de la gestion déléguée? Le grand problème de la gestion déléguée, c'est que l'autorité délégante est dépassée par les événements. Elle est dépassée par le délégataire. Par l'entreprise. Il y a une asymétrie. Qui est privée. Ce que vous avez dit, l'externalisation. Moi, je suis un élu. Moi, je suis pour l'externalisation d'un certain nombre de missions. Mais pas privatisation. C'est là où il y a la nuance. Voilà. Pour lesquelles les collectivités locales n'ont pas d'ingénierie. Moi, élu, je le revendique. Mais entre l'externalisation et la privatisation, il y a un grand fossé. Mais le plus important, et messieurs, on n'en a pas parlé, il nous reste peu de temps avant la fin de l'émission. Un service public de base. Alors, c'est un service public de base, et c'est la base aussi, j'ai envie de dire, de la mise en œuvre et la mise sur le terrain de ce projet de régionalisation avancée à Blalidomo. Donc, si on ne peut pas parler de gestion régionale de la chose publique ou du service public, comment alors vraiment atteindre les objectifs de cette régionalisation avancée qui traîne un peu depuis quelques années? Si Domo, juste peut-être réponse à cette question. Moi, j'ai une réponse très claire. Oui. Moi, je suis élu. Oui, oui. Président du conseil communal de l'Etzred. C'est le renforcement de l'État dans les territoires. Il faut d'abord commencer par renforcer l'État dans le territoire. C'est la déconcentration. Voilà. C'est la mise en œuvre de la déconcentration financière ou administrative. Le décret, quand on parle de déconcentration, c'est les prérogatives et c'est l'ordonnancement, les deux. C'est le financier et l'administratif. Okay. Le décret a été mis en place en 2017. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de traces de déconcentration. Donc, personnellement, je pense qu'on ne peut rien faire aujourd'hui. Même toutes les questions. Vous pouvez demain nous inviter pour l'investissement, pour discuter de la charte d'investissement. C'est prévu. La charte d'investissement, c'est un document théoriquement très bien conçu. Et quel est le rôle des régions dans ce document? Alors, le problème, c'est quand vous parlez des régions, on convoque les présidents de région. Les présidents de région, toutes les régions du Maroc gèrent 3,5% du budget d'investissement global. Et toutes les collectivités territoriales autres, communes, rurales, mairies, gèrent 3%. Donc ça fait 6,5%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 94% restent aux mains de l'État. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois
réformer d'abord les 94% et parler à l'État territorial et parler du renforcement de l'État territorial. Demain, ce qui va mettre en œuvre la charte d'investissement, c'est l'État territorial. C'est le Wali, qui aujourd'hui n'a pas de texte qui régit ses missions. Avec la charte de déconcentration... Aujourd'hui, il n'y a pas de... Non. Pas comme je vais énumérer tous les acteurs. Le Wali, c'est les délégués. Personnellement, je ne suis pas pour la pluralité des intervenants dans les territoires. Je souscris entièrement à votre idée. La France, qu'on est en train de suivre, a mis en place le préfet de région, qui est le principal responsable. Je suis pas. Moi, quand j'ai besoin d'un problème en tant que président de commune, je m'adresse à une personne. Je ne m'adresse pas à 50 personnes. Alors, je reviens à cette question. Je souscris entièrement. Rapidement, messieurs, il ne reste peu de temps. Oui. Je souscris entièrement. Moi, quand je vois un président, un élu, une région, une commune ici avec 17 ministres, j'ai dit qu'il y a problème quelque part. Ça veut dire que ça ne va pas se faire. Alors maintenant, il y a un instrument important pour le suivi, parce que c'est ça ce qui me tracasse le plus. C'est le suivi. Oui. Je pense, aujourd'hui, c'est la première fois, la Constitution, on sait qu'est-ce qu'il fait un Wali. Depuis toujours, on sait qu'est-ce qu'il fait un gouverneur. Depuis 1974, derrière, sur le gouvernement. Mais un Wali, on n'a jamais... Il n'y a pas de loi. C'est la Constitution qui l'a institutionnalisée d'abord, la Constitution de 2011. Il y a une phrase. Et la coordination. Et la charte de déconcentration. Aujourd'hui, il a créé un instrument qu'on appelle le secrétariat général des affaires régionales, qui sont sous la tutelle du Wali. Je pense l'institution du Wali... C'est une structure. On a pris le mot coordination de la Constitution et on l'a décliné au niveau des territoires. Il faut que quelqu'un aide le Wali à coordonner. Donc on a mis en place ce secrétariat. Mais il n'y a aucune prérogative. Aucune institutionnelle. Moi, le Wali, si un délégué refuse de faire quoi que ce soit, il n'a aucun moyen d'arbitrer. Maintenant, aujourd'hui... Et c'est grave. Parmi les garde-fous les garde-fous, parce qu'il y aura le secteur privé, que le conseil d'administration soit présidé par le Wali. Parce que la loi, elle prévoit que le directeur de conseil d'administration, il faut qu'il soit une personne physique. Oui. Comme on a fait avec les SDL de Kazan. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État, parce que sinon, le secteur, le privé. D'accord. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci, professeur Arafi. Bien sûr, le sujet nécessite plus de temps, plus que le temps de cette émission. Merci beaucoup, Siad Ali Domo. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions surtout. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.